Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je refais la vidéo que j'avais faite précédemment et que je ne publierai pas parce que le sujet finalement, j'ai pas besoin de vous expliquer le pourquoi du comment. Je veux parler de ce fameux traité qui a été trouvé entre Israël et le Hamas. On est clair que quand on vous dit oui mais finalement c'est Washington qui a insufflé, mais c'est le Qatar qui a finalement, avec l'Égypte, été à l'origine de trouver les compromis. Quel compromis? Alors je ne sais plus combien, 30. Alors vous allez voir comprendre pourquoi c'est un sujet qui m'a été confronté à des personnes qui ont voulu essayer de m'argumenter la chose par rapport au terme terroriste. Parce que vous savez que le terme terroriste, c'est un terme qui est un peu fourre-tout dans certaines occasions, dans certaines situations, parce que le mot terrorisme, dans l'inconscient collectif, s'assimile à de la peur. De la peur, de la violence, de la barbarie, etc. etc. D'où la raison pour laquelle, très souvent, je fais cette référence. Souvenons-nous que les Français résistants sous l'occupation allemande étaient appelés des résistants. Mais l'occupant allemand, lui, appliquait le terme terroriste. Parce que oui, les résistants, du point de vue des Allemands et du point de vue de la France collaborationniste, c'était des gens qui commettaient des actes violents, des actes barbares, des actes armés. Et donc par conséquent, exactement comme ce que l'on qualifie aujourd'hui d'actes armés de la part de gens qui agissent par un militantisme, par un partisanisme idéologique, mais allant au-delà du simple fait de contester, de manifester, d'exprimer, mais agit avec violence. Et l'action par violence, malheureusement, même si parfois on essaie de cibler, il y a toujours des dommages collatéraux, c'est-à-dire des victimes civiles. Donc c'est pour ça que le terme terroriste est souvent utilisé pour essayer d'influencer l'opinion que, attention, ces gens-là, ce sont des terroristes, donc vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas analyser, vous ne pouvez pas faire la part des choses sur l'action. Comme ceux, par rapport au Hamas, qui ont pris ce narratif en disant oui mais le Hamas est finalement la conclusion, la conséquence d'une action d'Israël contre la Palestine, c'est-à-dire les protestations, les contestations, les accords, à l'échelle internationale, finalement ne servent à rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeux d'influence. Et vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. Donc ce traité, pour moi, n'a pas de sens. N'a pas de sens, pourquoi ? Parce que finalement, c'est Israël qui y perd. C'est-à-dire qu'en gros, on dit à Israël, le 7 octobre, ok, on compatit, machin, mais là, l'action militaire que vous avez commise est beaucoup allée trop loin. Et je pense qu'on est d'accord sur le fait que l'action du 7 octobre a été, la réponse d'Israël n'est pas du tout proportionnée et que depuis le début, depuis le 8 octobre, depuis le lendemain de l'attaque, je vous l'avais dit, ça va être l'opportunité, ça va être l'occasion pour Netanyahou de foncer dans le tas et de faire une liquidation de Gaza. Dans ce projet sioniste, évidemment, du Grand Israël. Et donc, le projet du Grand Israël veut que la Cisjordanie et la Palestine soient englobées dans Israël. Sauf qu'évidemment, vis-à-vis de la communauté internationale,
tu ne peux pas comme ça, du jour au lendemain, annexer un pays sous prétexte parce que tu as décidé que ça devait être comme ça et pas autrement. Parce que tu y trouves une légitimité, entre guillemets. La chose concernant ce traité, donc comme je vous le dis, qui a été orchestré par le Qatar, très clairement, alors il y a un certain nombre de terroristes, de prisonniers palestiniens qui devront être libérés pour un otage civil, un peu plus pour un otage israélien de l'armée de Tsahal. Retrait des forces de Tsahal de Gaza, et ce cessez-le-feu est fonctionnel pendant 6 semaines. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 6 semaines, on va essayer encore de continuer les négociations pour trouver un terrain d'entente, etc., etc. Bon, en l'état, j'ai envie de vous dire, si vous êtes un tant soit peu intelligent, vous allez me dire, ouais, enfin là, il y a quand même un truc qui cloche. Mais évidemment qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, pourquoi? Parce que ce soit d'un côté comme de l'autre, forcément, il va y avoir une provocation qui va faire escalade, et l'escalade va faire qu'à un moment donné, il va y avoir une action qui va tout simplement mettre le traité, mettre l'accord à la poubelle. Si jamais on vous dit oui, c'est le Hamas qui vient de commettre ceci contre l'armée de Tsahal, contre des juifs, contre etc., etc., j'ai envie de dire c'est super parce que ça donnera une légitimité encore plus flagrante à l'État d'Israël, finalement, de continuer la liquidation de la bande de Gaza. Puisque le Hamas, de toute façon, ne lâchera rien. De toute façon, on est clair, le Hamas ne fera jamais copain-copain avec l'État d'Israël. Alors pourquoi je vous parlais tout à l'heure de communauté internationale et plus particulièrement de l'ONU? C'est tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, il y en a un qui m'a dit « Oui, pourquoi vous appelez terroriste du Hamas ?» Alors là, je lui explique, je lui dis « Excusez du peu, mais est-ce bien le narratif qu'on utilise aujourd'hui depuis plus d'1 an concernant le Hamas, même si on reprend bien les choses précises, le Hamas est une organisation politique avec une branche armée. » C'est d'ailleurs le détail sur lequel les filles ont joué pour dire oui, vous ne pouvez pas dire que c'est des terroristes puisque le Hamas est une organisation politique. Et d'ailleurs, souvenez-vous, dans certaines de mes vidéos où j'avais expliqué justement que ceux qui disaient qu'il faut reconnaître l'État de Palestine, l'État de Palestine, il existe. Alors il existe dans certaines conditions, dont d'ailleurs une des conditions qui est la souveraineté territoriale qui a été mise sous tutelle d'Israël, parce qu'évidemment Israël il a mis son grain de sel pour justement dire oui, mais nous, on n'est pas d'accord qu'il y ait un État souverain de Palestine. Et que dans cette organisation, eh bien, il y a 2 organismes. Il y a 2 organisations officielles, je dis bien 2 organisations officielles, qui sont le Fatah et le Hamas. Donc, moi, je pose la question à ceux qui réclament la reconnaissance d'État d'Israël. De quel État vous parlez ? Est-ce que vous parlez de l'État actuel? Ou est-ce que vous parlez d'un État que, voilà, on aurait créé, c'est-à-dire finalement refaire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire refaçonner un pays à notre image, mais avec le problème qu'il y aura toujours des véhémences, des radicalismes dans les rangs de ce pays et que finalement, la paix sera extrêmement fragile et la démocratie, malheureusement, ne fonctionnera pas réellement parce qu'il y aura toujours un héritage culturel, ethnique, tribal, de corruption. D'ailleurs, je veux dire, on a la Yougoslavie, quand vous regardez l'ex-Yougoslavie aujourd'hui avec la Croatie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, quand vous allez dans ces pays-là, quand vous y vivez, vous allez vous rendre compte très rapidement que il y a encore il y a des résidus de nationalisme, des résidus de corruption, tout comme dans certains pays de l'Est, tels que l'Ukraine, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan.
où ce sont des pays, Hongrie et Bulgarie un petit peu aussi, même s'il y a eu beaucoup de progrès, mais c'est des pays où il y a encore certaines traditions, certains fonctionnements de réseaux criminels, influents, de mafias, de réseaux d'oligarques, etc. Donc voilà, je veux dire, c'est une réalité, mais c'est une réalité que pour le commun des mortels, on met un drap dessus. Et on fait jouer la soupe du droit de l'homisme, de la démocratie et tout le tralala. Donc ce traité, finalement, pour moi, je ne pense pas qu'il va tenir 6 semaines. Ou alors s'il tient 6 semaines, c'est parce que derrière, il y a des enjeux. Et il y a des enjeux, alors un des enjeux premiers, c'est évidemment l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, à la Maison-Blanche. Les enjeux, c'est la situation économique internationale qui est très instable, qui peut exploser à tout moment. Et de ce fait, ces conflits qui amènent à un moment donné des investissements obligatoires, le problème, c'est que ces investissements, à un moment donné, on ne va pas pouvoir les faire. Parce qu'on sera tellement dans la mouise au niveau de nos économies nationales que ça ne pourra pas fonctionner. Donc si vous voulez, là on est dans un point, si vous voulez, est-ce que je pourrais oser dire qu'on est sur un point de rupture? Un point de rupture qui est à la fois financier, économique et aussi politique. Quand on voit aujourd'hui comment ça réagit en Europe à l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier à la Maison-Blanche, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et justement sur ce sujet, donc il y en a un sur un post, il m'a répondu, oui, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que le Hamas est une organisation terroriste, etc. Donc je lui disais, parce que c'est plus ou moins le narratif qu'on nous chante depuis longtemps. C'est-à-dire que ce sont des médias mainstream qui ont appliqué cette terminologie au Hamas. Alors maintenant, attention. Ok, on peut faire le distinguo. Le distinguo entre les mouvances du bras armé du Hamas radical et le Hamas en tant qu'entité politique. D'ailleurs, le mec, à un moment donné, il parle de résistants palestiniens. Et là, j'ai fait justement la référence. Ce qui est bien, parce que vous faites la démonstration que vous utilisez le terme résistant. Et en effet, d'un certain point de vue, du point de vue d'un peuple à qui on refuse depuis des décennies une reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'en face, vous avez un pays qui s'appelle Israël, qui est détenu par une idéologie qu'on appelle l'idéologie sioniste, et que cette idéologie ne veut pas voir apparaître un État palestinien. Alors que la communauté internationale, pour trancher, mais depuis très longtemps, elle aurait dû imposer une région à 2 États. Voire même imposer une tutelle sur un contrat de 10 ans, 20 ans, avec des casques bleus qui, comme le fait d'ailleurs la communauté internationale avec la frontière entre Israël et le Liban, il y a des casques bleus là-bas. Il y a des casques bleus qui n'ont pas une mission opérationnelle, mais qui ont une mission de stabilité et de vérification et de confirmation du respect des traités concernant la frontière israélo-libanaise. Et que s'il y a des émicroches, les casques bleus, ils comptent les points, ils font des rapports, ils envoient ça à l'ONU, puis c'est l'ONU qui décide en disant oui, allô Israël, bon, écoutez, là, nous on a un rapport fait par nos casques bleus, par notre mission des casques bleus, comme quoi vous cherchez un petit peu la provocation. Alors, attention, je ne dis pas que l'ONU ne le fait pas. Si ça se trouve, l'ONU le fait. Ce sont des procédures classiques, etc. Mais une action nécessite à un moment donné une autre action. Or, ces actions, ça tombe dans l'oreille d'un sourd.
Les Israéliens, ils n'en ont rien à branler. Pourquoi? Parce que, ils ont le soutien d'un des pays membres du Conseil de sécurité permanent qui sont les États-Unis. Et de fait, il y a un moment donné où là, c'est les jeux d'influence. C'est les jeux d'influence, c'est les conflits d'intérêts. Et là, tout d'un coup, cette organisation des Nations Unies, qui, je le rappelle, a été créée en 1947, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été créée, attention, dans un contexte particulier, spécifique, auquel l'Organisation des Nations Unies était adaptée, c'est-à-dire la guerre froide. Or, on l'a bien vu, l'ONU avait cette fonction pendant la guerre froide, mais au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, l'ONU s'est trouvée confrontée à une réalité, c'est-à-dire que les cartes ont été redistribuées. Et que par conséquent, sa structure, sa mentalité, son idéologie, elle, par contre, n'a pas su évoluer. Elle n'a pas su évoluer avec son temps. Et je dirais même qu'elle s'est retrouvée par des jeux d'influence dans une situation où le nouvel ennemi, au fil du temps, alors le nouvel ennemi, on va le dire, c'est la Russie et la Chine, par une influence, une hégémonie de la culture occidentale, vertueuse, démocratie, droits de l'homme, n'est plus compatible. Alors, la Russie et la Chine sont toujours au Conseil de sécurité. Je rappelle, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ce sont les pays nucléarisés. La Chine, la Russie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Enfin, nucléarisés. Évidemment qu'il y a d'autres pays qui se sont nucléarisés depuis. Mais vous comprenez bien que les Occidentaux ont dit oui, mais nous, on veut rester là-dessus parce que déjà, le contexte actuel, il ne nous plaît pas. Oui, parce qu'on a la Chine et la Russie. Et on ne les aime pas, les Chinois et les Russes. Parce que c'est des empêcheurs de tourner en rond. Parce que c'est des gens qui veulent un nouvel ordre mondial. Mais ils veulent un nouvel ordre mondial multipolaire. Pas unipolaire. Donc, c'est pour ça que ce monsieur qui m'a fait rappel des droits internationaux, etc., je lui dis oui, mais le problème c'est que les droits internationaux, il y a un moment donné où soit on les respecte, en tout et pour tout, mais force est de constater que là, on est quand même dans des situations où on les a fait respecter dans certains cas, et puis dans d'autres cas, on les a pas fait vraiment respecter. Il y a d'autres cas, j'ai envie de dire, où on a fait des jeux d'influence pour dire oui, mais non, mais c'est bon, on couvre, on soutient. Et on a l'exemple récent, c'est que quand Israël bombarde, etc., alors on entend le discours, oui, mais on a bombardé un hôpital parce qu'on sait que des terroristes du Hamas sont planqués dans les sous-sols. Au final, vous appliquez la caricature qu'on applique souvent aux Américains, c'est que les Américains, ils larguent des bombes, et puis, ou alors, l'expression, les Américains tirent avant et posent des questions après. Ouais, mais non, quoi. C'est-à-dire, oui, on entend bien, vous voulez dégager ou réduire les capacités du Hamas, mais le problème, c'est que ce qu'on appelle les dommages collatéraux, il y a un moment donné, on entend bien que c'est bien de les calculer, puis d'essayer de minimiser les victimes civiles. Or là, vous n'allez pas me dire que vous avez calculé le taux de victimes civiles. Parce que là, ça fait quand même beaucoup. Donc, à haut titre de comparaison, on peut très bien dire qu'il y a des gens, quand ils disent que c'est un massacre, ils ont peut-être raison de le dire, parce que c'est un massacre. Et c'est là que, évidemment, ce conflit a posé problème, parce qu'il y a un sérieux problème éthique.
il y a un problème humaniste. Et là, l'ONU, qui normalement aurait dû jouer son rôle, c'est dégonflé. D'où la raison pour laquelle, on le dit très souvent, que finalement l'ONU n'a été qu'un organisme créé et légitime par rapport à un contexte et une époque, mais qui aujourd'hui est une structure qui n'est plus du tout adaptée, qui n'est plus du tout efficace, qui n'a absolument plus aucun ascendant sur certains pays qui finalement font ce qu'ils veulent. Donc de là à ce que je vous dis, ce fameux traité soit est une arnaque, pour justement essayer de faire une provocation et pousser à un moment donné à ce qu'il y ait une action sur laquelle va s'appuyer Israël en disant « Regardez, regardez, vous voyez, on ne peut pas leur faire confiance. » Donc là, allez vous faire foutre, là, nous, on liquide la bande de Gaza. Au final, on annexe, on limite, on peut laisser des observateurs de l'ONU, mais voilà. C'est nous qui allons tout diriger. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans la précédente vidéo, mais sur lequel je n'avais pas eu de réaction. Mais là encore, on le voit, les petits fragiles du haut qui disent oui, regardez, c'est super, c'est génial, enfin un traité, on s'oriente vers la paix. Non, 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 c'est pas un traité qui s'oriente vers la paix. Vers les conditions sont totalement déséquilibrées. C'est pas possible. Ou alors Netanyahou, on l'a obligé à accepter ça parce que sinon on lui faisait comprendre qu'il a trop dépassé les limites et que si il n'acceptait pas le traité, on le dégageait. Donc, connaissant Trump, connaissant ses accointances avec l'État d'Israël, et plus particulièrement avec la culture sioniste, j'ai peine à imaginer la chose. Donc on verra bien dans les 6 prochaines semaines si j'avais raison ou tort. Rapidement, l'actualité. Alors il y en a un d'entre vous qui s'est dit que mes vidéos c'était plaisant parce que ça sortait un petit peu du drama entre Pierre Chabrier et puis Sylvain Lévy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ces deux personnages ont été au top du game des chaînes YouTube francophones avec leur chaîne Villebrequin qui abordait un peu plein de choses au niveau de la voiture, l'automobile d'une manière générale. Et l'année dernière, enfin c'est pas l'année dernière, c'était fin 2023, ils ont arrêté cette chaîne. Tout le monde s'est douté qu'apparemment il devait y avoir un problème. Et il se trouve qu'en août, Pierre Chabrier a fait une vidéo parce qu'il n'était pas content que Sylvain Lévy avait récupéré un véhicule proto qu'ils avaient construit à l'époque de Villebrequin qui était le Multipla. Le Multipla, c'est ce fameux véhicule, mais ils en ont fait un prototype avec plus de 1000 chevaux, je crois, sous le capot. Bon, c'était un projet comme un autre, etc. Sauf que aujourd'hui, l'année dernière, il y a une guerre qui s'est ouverte parce que, étant donné que les deux oiseaux sont au même niveau et au même titre les responsables, les directeurs, les présidents de la société qui gérait les intérêts de la chaîne YouTube, et aujourd'hui c'est la petite guerre à celui qui va balancer plus de merde. Or il se trouve que Pierre Chabrier a fait une vidéo au mois d'août, mais Sylvain Lévy n'avait pas réagi, n'avait pas répondu à proprement parler. Sauf qu'il y a eu d'autres événements, et la semaine dernière, Sylvain Lévy a fait une vidéo qui a atteint plus de 10 millions de vues, ce qui est énorme. Et évidemment, ça a occupé tout le game YouTube, alors que finalement, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est d'autre qu'un conflit d'intérêts entre deux individus qui ont eu la gloire et dont l'un des deux, à un moment donné, a pété les plombs. Il s'est senti pupusé. Et moi, j'ai toujours été partisan de dire que Sylvain était plus droit,
Alors peut-être que Sylvain était peut-être un peu plus chieur, mais il était chieur dans le bon sens, c'est-à-dire, voilà, c'était quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui sait mener sa barque, qui est sérieux, qui à la mesure de l'importance qui était devenue leur chaîne, et évidemment de l'argent que ça brassait, avait vraiment un esprit très entrepreneurial, alors que Pierre Chabrier, c'est un petit peu l'individu dilettante. C'est-à-dire que voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est un peu ce genre de personnalité qu'on croise tous les jours, de ces gens qui s'écoutent un peu trop parfois. Voilà, vous savez, le plaisir. Je veux ci, je veux ça. J'ai envie de ça, j'ai envie de ceci. Et puis si jamais il y a une contrariété, si jamais le destin fait que tu ne peux pas ou tu n'as pas eu ce que tu voulais, bah tu fais un caca nerveux. Et bien apparemment, Pierre Chabrier, c'était ça. Il a fait un caca nerveux. Il a fait un caca nerveux parce que c'est Sylvain qui prenait vraiment le plus de place dans la chaîne. Et évidemment, le coup près, il est tombé lorsque les deux compères ont été invités à cette fameuse course de Formule 4 organisée par l'autre youtubeur qui est Squeezie. Et il se trouve que celui qui a gagné la course, c'est Sylvain. Et Pierre Chabrier, lui, n'est même pas sur le podium. Et là, tout d'un coup, quand Sylvain, dans sa vidéo, dit « mais c'est parce que là, Pierre, il n'a jamais supporté. Il n'a jamais supporté de ne pas être sur le podium. » Et quand on revoit toutes les vidéos de Villebrequin, il y a des moments sur certains tests de véhicules, on le voit bien que Pierre Chabrier, il n'est jamais content. Il y a toujours un truc qui ne lui plaît pas. On a l'impression d'un mec qui est un grand gamin, qui n'est jamais satisfait, qui en veut toujours plus. Donc évidemment, c'est le genre de comportement où quand tu es en échec, au lieu d'être humble, au lieu de savoir reconnaître et de soutenir ton coéquipier, ton copain, dans une victoire qui était méritée, ben non. À partir de ce moment-là, Pierre Chabrier était exécrable. Bon, d'autres affaires, je vous passe, parce que je ne vais pas refaire le game. Il y a plein de gens actuellement qui sont en train de qui ont fait des vidéos là-dessus. Vous regardez sur YouTube, Villebrequin, Pierre Chabrier, vous regardez si ça vous intéresse de suivre ce drama. Et je vais terminer avec... alors la motion de censure n'a pas été votée par le RN. Tiens. On comprend la grande déception de la LFI, qui s'attendait à ce que le RN signe aussi, comme la dernière fois. Sauf que là, non, ça ne marchait pas. Donc du coup, vous allez avoir un gouvernement, alors peut-être jusqu'au mois de juin, je ne sais pas. Parce que bon, franchement, je ne vois pas comment Macron peut tourner avec un tel gouvernement jusqu'en 2027. Je pense qu'on est d'accord. Parce que là, il y a des Français qui commencent à se rendre compte que Bayrou, c'est le ni oui ni non, quoi. C'est oui, mais peut-être, je ne sais pas, on verra. Le probablement peut-être. Ça veut dire quoi, probablement peut-être? En gros, c'est je vous roule dans la farine. C'est-à-dire que je tends la main aux Français qui souhaitent voir des changements, qui souhaitent voir des réformes ou les retraites par exemple. Mais je vous ai dit, les retraites, de toute façon, ils n'y toucheront pas. S'ils ont le malheur d'y toucher, ils vont se faire taper sur les doigts par l'Europe. Et la BCE va tacler la France. Donc la réforme des retraites, ils n'y toucheront pas. Mais ils vont vous faire traîner pendant 6 mois avec une commission flash pour étudier, savoir, voir l'État, etc. Parce que bon, sérieux, le mec il est Premier ministre. Vous croyez qu'un Premier ministre, il ne peut pas avoir l'état des finances du pays comme ça? Non, le mec, il lui faut une commission flash pour étudier l'état des finances, des pensions de retraite, etc. Mais on les a, les chiffres.
Ou alors ça veut dire que tu n'as pas confiance envers les études précédentes. Donc ça voudrait dire qu'il y a de l'incompétence, ou voire même des machinations ou des manipulations. Enfin en gros, ouais voilà, de toute façon, c'est du blabla quoi. Du blabla où il n'y aura pas d'action derrière. On va négocier, on va laisser croire, on va laisser imaginer, on va donner l'illusion que pour essayer de tenir le peuple sous cloche. Et ça s'arrêtera là. Il n'y aura rien d'autre. Ils ne feront rien d'autre. Mais de toute façon, ça ne retire en rien le fait que l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité absolue, donc forcément, c'est ingouvernable. La seule étape, c'est Macron, mois de juin, refait une dissolution. Mais alors là, pour essayer de dégager une majorité absolue, quand vous voyez déjà, par exemple, le maire de Grenoble, je crois, le mec, ça y est, il a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2027. Donc c'est dans le cercle fermé, c'est qu'il y a déjà des gens qui pensent peut-être que Macron va démissionner et qu'il y aura des élections présidentielles anticipées. C'est pas normal qu'à 2 ans de la présidentielle, il y a des mecs, ça y est, ils commencent déjà à se lécher. C'est effroyable. C'est effroyable. Et puis la Grande-Bretagne, elle s'enfonce. Voilà. Alors évidemment, il y a des cons qui vous disent oui, mais c'est la faute au Brexit. Non, c'est pas la faute au Brexit. C'est la faute à des décisions politiques de politiciens en collusion avec l'Union européenne qui font tout pour flinguer le pays. C'est la punition. C'est la punition pour le Brexit. Donc là, on le voit bien, hein, c'est du grand n'importe quoi. Hein, vite fait, allô, monsieur le Premier ministre britannique, oui, ici la Commission européenne, dites-moi, j'espère que vous avez l'intention de mettre un couvercle sur cette affaire des réseaux pédophiles pakistanais. Oui, bien sûr, la Commission, ne vous inquiétez pas, hein, je sais qu'il y a des enjeux, je sais qu'il y a des risques d'extension sur des réseaux à l'échelle européenne et que je sais qu'il y a pas mal de personnalités, des milieux politiques, culturels, etc. qui sont mouillés. À tel point que c'est la merde que nous avons notre cher Aldo Steren, qui vient d'annoncer qu'il quittait la Grande-Bretagne. Lui qui y vivait depuis 16 ans. Donc voilà, j'ai envie de dire, la Grande-Bretagne, c'est comme la France. C'est qu'on réussit à mettre à la tête des pays des gens qui sont là pour les détruire, pour les démolir, de l'intérieur. Et une fois qu'ils seront bien essorés, bien détruits, bien mis dans une situation catastrophique, les organismes internationaux les mettent sous tutelle et c'est gagné. Sauf que derrière, vous avez des partis qui peuvent éventuellement arriver au pouvoir, comme en Allemagne avec la AfD. Eh ouais, là je peux vous dire qu'ils ont les jetons avec la AfD. Hein. Ils sont en train de chier dans leur froc. Hein. Mais attention, je ne sais pas si vous avez vu le programme de l'AfD, en effet, il y a des trucs dont une sortie de l'Union européenne. Alors, que le AfD progresse, je pense que oui. Mais de là à ce que l'AfD progresse au point de réussir à mettre la main sur la chancellerie, j'y crois pas. Ça peut arriver, hein. Mais là, je vous dis, si jamais ça arrive que l'AfD prenne la chancellerie allemande, soit ça fait comme Mélanie, c'est-à-dire que sur certains sujets, tout d'un coup, ah bah non, tout compte fait, non, parce que vous comprenez, l'Europe, on en a besoin. Hein. Et là, encore une fois, les gens vont se retrouver en slip, en se disant, mais attendez, ils avaient dit ça, et puis maintenant, ils font pas parce que... Donc c'est des traîtres. Donc ils se sont foutus de notre gueule.
Et oui, parce que comme je vous le dis depuis plusieurs années, les partis politiques de premier ordre, les partis politiques de premier plan, quels que soient les conflits, quelles que soient les différentes idéologies et politiques, quel que soit ce que certains vous disent que ces partis sont nauséabonds, que c'est l'extrême droite, que c'est les fachos, en réalité, ils sont tous adoubés par le système. C'est-à-dire que si jamais ces partis en effet réussissent à accéder à une certaine notoriété, à accéder au pouvoir, tout d'un coup on va se rendre compte que finalement sur certains sujets, ils vont mettre de l'eau dans leur vin. Et pourquoi ? Parce que il y a des entités supérieures qui ont les leviers sur ces gens et à qui on dit « Ok, vous avez réussi à gagner les élections, vous avez le pouvoir, mais par contre, je vous rappelle, si jamais vous touchez à ceci ou à cela, on vous flingue. Et on vous flinguera parce que là où vous avez accédé en politique, vous avez accédé à ces niveaux de politique parce qu'on vous y a aidé, on vous y a soutenu, mais non sans prendre certaines sécurités, que si jamais vous décidez de nous trahir, nous, on a les dossiers. Et on sortira les dossiers pour vous décrédibiliser, pour vous détruire. Et Macron, c'est exactement pareil. Je veux dire, cette affaire de Jean-Pierre Trogneux, ou Jean-Michel Trogneux, alors, que ce soit vrai ou faux, j'en sais rien, je m'en fous. Aux États-Unis, il y a Candace Owen qui a prévu de faire des révélations justement sur cette affaire, parce qu'elle n'a pas aimé que le cercle juridique des Macron l'avertisse de ne pas ou d'arrêter d'en parler parce que sinon on va se fâcher, on ira en justice, blablabla. Bon, sauf que ça fait l'effet tout contraire. Donc aujourd'hui aux États-Unis, nous avons Candace Owen. Alors Candace Owen qui va peut-être prendre un poste dans l'administration Trump. On ne sait pas, on va voir. Oui, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous rappelle, Jean-Michel Trogneux, ce serait peut-être le véritable nom de Brigitte Macron. C'est-à-dire Brigitte Macron serait en fait un trans. Mais voilà. Ça, c'est le genre de sujet à se mettre sous le coude. On verra, qui vivra verra, comme dirait l'autre, mais ne prenons pas ça comme argent comptant. Ça peut être une information, comme ça peut être une rumeur, comme une fausse information, comme une fake news, comme aussi peut-être un vrai sujet. On verra. Peut-être qu'un jour, tout d'un coup, paf, l'information émergera et on se dira, oh, putain, ouais, quand même. Mais bon. Et donc, comme je disais, si ça se trouve peut-être que ce sujet-là, c'est un des sujets de pression, de levier sur Emmanuel Macron. Parce que, on le sait, Macron, il a été placé là pour une mission. La mission de détruire la France. De mettre la France dans une situation de péril pour que derrière, vous ayez des organismes qui la mettent sous tutelle. C'est-à-dire faire une sorte de libanisation de la France pour ensuite y appliquer, je ne sais pas si on peut dire la gréquisation. Enfin, finalement, mettre en place ce qui s'est fait en Grèce. Alors, d'une façon un peu différente. Parce que le problème, c'est que la France, avec l'Allemagne, c'est les deux piliers de l'Europe. Donc, si la France tombe, l'Allemagne, elle va tomber aussi. Donc, ils ne peuvent pas fragiliser à ce point-là l'Union européenne. Mais apporter des assurances, des garanties que la mise sous tutelle de la France restera respectueuse des principes et des valeurs de l'Union européenne, etc., etc. Donc on va voir ce qui se passe à propos de tous ces sujets, parce que ce sont des sujets. Donc on va essayer de suivre un peu ça ensemble. Mais bon, bien dire que la nouvelle année, elle commence bien, comme dirait l'autre.
D'ici là qu'on se revoit pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents et à très bientôt.